Alors, premier conseil, ne voyagez pas quand vous êtes fatigué. On a besoin d'être hyper conscient. Il ne s'agit vraiment pas de s'endormir. Hein. Dans un voyage, si vous vous endormez, vous allez, c'est comme quand vous vous endormez au volant. Hein. Si vous êtes un peu somnolent, euh, c'est comme quand vous vous endormez au volant, il y a plein de choses qui vont vous échapper, vous allez vous retrouver des endroits que vous n'avez pas prévu de vous retrouver tout à coup, vous dites mais qu'est-ce que je fais là? Oh bah tiens, je suis pas dans les beaux quartiers, là je suis dans les mauvais quartiers, je me suis endormie, flûte, non, non, non. Donc ça vraiment, il faut que vous ayez toute votre force psychique pour voyager, hein, parce que vous ne savez pas qui vous allez rencontrer, donc là faire un voyage, vous vous préparez comme un sportif pour un voyage, c'est pas au moment où vous vous endormez. Hein. Donc ça veut dire le sommeil. Éviter la fatigue, ça veut dire que voilà, il ne faut pas faire ça au dernier moment, juste avant de vous endormir. Et puis la nourriture aussi, parce qu'on peut être fatigué parce qu'on n'a pas assez mangé. Donc l'idée de jeûner, parce qu'on entend beaucoup l'idée de ah, tu fais une méditation, tu jeûnes. Oui, bon, une méditation, un voyage chamanique, c'est pas la même chose. Le voyage chamanique, vous allez taper sur le tambour déjà, c'est au moins 20 minutes, ça peut aller jusqu'à 1h30 avec un rythme assez effréné. Euh, donc, déjà, rien qu'au niveau physique, c'est pas la même énergie. Et puis ensuite, c'est pas la même énergie non plus dans le voyage psychique. Hein. Une méditation n'est quelque chose de mental. Le chamanisme, plus vous le pratiquez, plus on va aller sur quelque chose d'astral, qui engage tout, qui engage le corps de votre âme. Donc, si vous jeûnez et que vous êtes en forme, il n'y a pas de problème à faire un voyage chamanique parce que vous êtes en forme intérieurement. Maintenant, si vous êtes dans une période où vous travaillez beaucoup, vous avez besoin d'énergie pour tout votre travail de tous les jours, parce que vous bougez, vous faites plein d'activités physiques, parce que vous gérez beaucoup de choses, alors là, vous pouvez avoir besoin de manger. Si vous avez besoin de manger et que c'est important pour votre vitalité, il faut le faire. Donc, euh, jeûner, oui. Si vous êtes en forme, si vous faites que ça, si vous êtes en retraite dans la nature, oui. Euh, mais si vous êtes dans la vie active, que vous avez besoin d'énergie, mangez. Je connais un chaman indien qui dit celui qui travaille mange. Voilà. Donc lui, il mange avant les cérémonies. Ceux qui reçoivent ne font rien. Ceux qui reçoivent jeûnent, mais ceux qui travaillent mangent. Il faut de la force pour pouvoir offrir les champs, pour pouvoir offrir le voyage, pour pouvoir offrir tout un tas de choses. Deuxième conseil. L'environnement dans lequel vous faites le voyage doit être parfaitement fluide, parfaitement feng shui. Chaque objet possède une énergie et l'accumulation des objets, l'ensemble des objets forme également une énergie qui peut être soit chaotique, soit espacée, fluide et ouverte. Faire un voyage dans une énergie chaotique, c'est-à-dire dans un espace qui ne soit pas rangé, ça va vous amener des forces du chaos dans votre voyage, donc ça va multiplier les potentialités que vous rencontriez, que vous fassiez de mauvaises rencontres. Donc la première chose à faire, si vous voulez faire un voyage, c'est de ranger parfaitement la pièce et même toute la maison dans laquelle vous êtes, si possible. Enfin, au minimum la pièce, et de veiller aussi à l'énergie des objets qui sont là. Donc il y a peut-être des objets que vous allez sortir parce qu'ils ne sont pas en raccord, parce que leur énergie n'est pas raccord avec ce que vous allez faire. Par exemple, s'il y a des jouets d'enfants, c'est pas raccord, donc vous enlevez. S'il y a, je sais pas, des... qu'est-ce qu'il peut y avoir qui n'est pas raccord S'il y a un objet qui est très chargé, par exemple, qui a appartenu à votre famille, je sais pas, un vieux miroir, ce genre de choses, hop, c'est par accord, on enlève. Des choses qui vous renvoient à votre travail, par exemple, ça peut être des dossiers, ne laissez rien aucune énergie qui soit trop chargée,
dans la pièce où vous allez faire le voyage. La poussière également. Quand je prépare des ateliers, en fait, quand je rentre en contact avec mon corps énergétique, que ce soit dans le cadre de la sophrologie énergétique, dans le cadre d'un voyage psychique, euh, voilà, ou d'une méditation profonde, c'est toujours la même chose. Moi, je balaye. Je balaye la pièce où je me trouve. Euh, Est-ce que c'est symbolique? Je sais pas. Là, je sais pas expliquer pourquoi, mais ça me semble une chose vraiment très importante. Voilà. Parce que ces amas de poussière, finalement, je sens que c'est une énergie qui va pas, qui est pas compatible non plus. Voilà, je balaye la pièce. Alors là, je sais pas expliquer pourquoi. Il y a des choses, je sais pas tout expliquer pourquoi. Mais je pense que c'est l'énergie de la poussière, je veux dire. La poussière, c'est pas vraiment la terre. Hein. L'énergie de la terre, on est bien, on aime la terre, mais la poussière, les accumulations de cheveux morts, euh, tout ça, non, c'est pas la même énergie. Donc ça, on enlève. Troisièmement, les habits. La couleur des vêtements que vous portez a une vraie influence sur l'énergie que vous attirez autour de vous. Et donc l'énergie que vous allez rencontrer en voyage. Donc les couleurs sombres comme le noir, le gris ou le marron foncé, elles sont vraiment sur vous, portées sur vous. C'est pas parce que vous pouvez avoir un objet noir, d'accord mais le porter sur soi, c'est pas la même chose. Parce que ça va vraiment l'attirer sur vous, sur votre énergie. Ce sont des couleurs qui attirent tout, en fait, quand elles attirent, ce sont des couleurs qui absorbent. Et ces couleurs sombres ne sont pas un problème quand on est dans un environnement qui est 100% lumineux, 100% positif. Mais la plupart du temps, nous ne sommes pas dans un environnement qui est 100% lumineux, 100% positif. Donc il est plus sécuritaire de porter des couleurs qui protègent. Donc le blanc protège, les couleurs claires protègent. Et puis la couleur, vous pouvez faire un voyage en habit civil, comme je suis habillée là, par exemple, je pourrais faire un voyage chamanique. Le mieux évidemment c'est de mettre ces habits cérémoniels, parce que là vous êtes vraiment protégé. Ça dépend ce que vous voulez faire. C'est une question de protection. Ça dépend où vous voulez aller. Mais mettez toujours des habits clairs. Et si vous mettez des habits civils, sachez que les habits civils, ils ont une énergie également. Donc si vous avez des habits civils qui ont 10 ans d'existence, ça fait 10 ans que vous avez vécu des choses avec. Donc pensez à renouveler un petit peu vos vêtements, parce qu'il y a 10 ans, vous n'aviez peut-être pas la même énergie, et les habits que vous avez mis il y a 10 ans, ils sont... voilà, si vous avez vécu des choses dures avec, ne les mettez pas pour voyager chamaniquement. D'ailleurs, moi je vous dirais, ne les mettez pas tout court. Les habits dans lesquels vous avez vécu des choses difficiles, ils gardent l'énergie de ces choses difficiles et il vaut mieux en changer, tout simplement. Le quatrième conseil concerne l'endroit où vous allez aller. Quand vous êtes en voyage, vous avez plein de possibilités. Donc déjà, il faut savoir que il y a on va dire il y a 3 portes d'entrée en voyage psychique. Tous les mondes sont reliés, hein. Tous les mondes sont reliés, donc vous pouvez rentrer par n'importe quelle porte. Mais il y a 3 manières, on va dire, d'entrer dans le monde psychique. La première manière, c'est simplement de se déplacer. Donc je suis là et je vais me déplacer juste à côté de moi. Donc si je fais ça, finalement, je reste sur la même dimension. Je suis dans ce qui s'appelle le monde du milieu. Le monde du milieu, c'est le monde des humains où nous vivons, mais en fait, dans la dimension invisible du monde du milieu, il y a beaucoup d'autres êtres. Ces êtres-là, dans le monde du milieu, il y a beaucoup d'êtres qui sont un peu perdus, en fait, parce que ce sont les êtres qui ne peuvent pas aller dans les mondes supérieurs, et qui ne peuvent pas non plus aller dans les mondes souterrains, qui sont des mondes très protégés par la Terre. Donc ils sont là au milieu, et c'est un monde où on va rencontrer plutôt les esprits des défunts, par exemple, qui sont coincés ici. On va rencontrer des sortes de robots, les fameux Men in Black. On va rencontrer
Euh, des esprits qui sont des esprits comme des égrégores, hein, qui se nourrissent des énergies des humains et des énergies des animaux. Beaucoup de formes pensées qui sont présentes dans la dimension, ce qu'on pourrait appeler le monde du milieu, c'est-à-dire la dimension que vous voyez là autour de moi. Donc dans le monde du milieu, il y a aussi bien sûr des bons esprits qui peuvent venir. Vous savez qu'un esprit, plus il est libre en fait, et plus il peut venir partout. Donc vous pouvez aussi avoir dans le monde du milieu de grands esprits qui viennent visiter le monde du milieu. C'est possible, mais c'est un monde dangereux. Donc pour les personnes qui pratiquent la sortie astrale, alors si vous faites juste le tour de chez vous, ben, ça peut aller, hein. Mais sachez que vous ne pouvez pas aller partout sur la planète, comme ça vous promenez, parce qu'il y a des endroits qui sont vraiment dangereux. Et bon, bien sûr, vous n'allez pas le faire seul, d'accord? Donc vous ne pouvez pas aller vous promener partout sur la planète. Vous pouvez aller dans certains endroits, mais vous ne pouvez pas aller partout. Ensuite, il y a une deuxième porte d'entrée, qui est la porte d'entrée la plus sûre. C'est la porte d'entrée des mondes souterrains, du monde, c'est-à-dire de rentrer sous la terre. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette porte d'entrée-là, elle n'a rien d'obscur. Puisqu'en réalité, quand on va rentrer sous la terre, on va entrer sous la protection de la terre-mère. C'est un petit peu comme si on rentrait dans son ventre. Là, il y a un rayonnement particulier et protecteur, je trouve. Bien sûr, il y a aussi des esprits qui vont être plus ou moins agressifs dans ce qu'on appelle le monde d'en bas. Mais le monde d'en bas, il y a quand même une espèce de rayonnement d'amour qui émane de la Terre. Et je vais vous dire que plus on descend en profondeur dans la Terre, et plus quand même on a ces rayonnements qui sont protecteurs. Et donc là, on va trouver les esprits de la nature qui sont très liés à la Terre. On va trouver des esprits guides qui ont établi leur séjour dans les mondes d'en bas. On va trouver des esprits qui émanent d'autres civilisations des mondes d'en bas. Beaucoup d'esprits qui veillent aux énergies de la Terre, qui sont pas forcément des élémentaux, mais voilà, qui sont des gardiens des courants, par exemple, telluriques. Voilà, on va avoir ce genre d'esprit. Et donc c'est vraiment la voie préférentielle. Ensuite, il y a le monde d'en haut. Alors, le monde d'en haut, bien sûr, c'est aussi sécuritaire, mais une fois qu'on est dans le monde d'en haut. Et le moment difficile, en fait, ça va être le passage au monde d'en haut. Parce que si vous partez du monde du milieu, c'est-à-dire le monde là où on est pour monter directement dans le monde du milieu, dans le monde d'en haut, vous allez avoir au début, vous allez passer dans le monde du milieu finalement pour monter dans le monde d'en haut. Et donc c'est là que c'est dangereux parce que vous êtes hyper visible quand vous faites ça. Et il y a beaucoup d'esprits un petit peu malveillants qui vont tenter de vous gêner dans votre ascension. Je dirais une fois sur trois, il y a un esprit qui va venir pour vous empêcher de monter dans le monde d'en haut. Donc le monde d'en haut, la manière la plus sûre d'y accéder, c'est de passer par le monde d'en bas. Oui, parce qu'une fois qu'on est dans le monde d'en bas, c'est beaucoup plus sécure. Et là, il y a des vortex, il y a des tunnels, il y a en fait des correspondances pour remonter dans le monde d'en haut sans passer par le monde du milieu. Vous comprenez? Voilà. Donc ça, je vous ai donné un petit peu la géographie sécuritaire. C'est un petit peu comme si je vous avais dit, voilà, là tu vas plutôt éviter ces quartiers-là et plutôt passer par ces quartiers-là. Mais maintenant, vous allez oublier tout ce que je vous ai dit. Parce qu'en fait, si vous prenez une décision avec votre mental, vous allez vous planter. Le conseil qui va avec le conseil numéro 4, hein, qui va avec la géographie un petit peu des mondes invisibles, c'est que vous allez faire confiance à vos guides pour le chemin à prendre. En fait, c'est pas vous qui dites « moi je vais passer par là, je vais passer par là ». Le mieux, c'est que
vous demandez, vous avez souvent quand vous faites un voyage une question, vous avez une intention, et donc vous laissez vos guides vous emmener directement là où vous devez aller en passant par le meilleur chemin. Hein. Il faut complètement lâcher prise là-dessus. Et très souvent, bon, personnellement, quand je voyage, j'ai tout de suite quelqu'un qui m'accueille et je suis en fin de compte cette personne ou alors cet animal. Et quand je n'ai personne, ça m'arrive des fois, je voyage seule, à ce moment-là, je fais la même chose, c'est-à-dire que je lâche complètement prise. Et là, je suis en... comme si j'étais reliée à mon moi supérieur qui va me guider et me montrer par où il faut passer. Mais à aucun moment donné, je vais mentaliser en me disant tu passes par là ou par là. Voilà. Donc, j'en viens au 5e conseil qui est pour moi le plus important, c'est que là, vous avez fait, j'espère, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir voyager en sécurité. Néanmoins, vous allez quand même voir de temps en temps des mauvais esprits, entre guillemets. Enfin, je veux dire des esprits sombres, hein, des esprits qui vous paraissent moins lumineux que d'autres. Et c'est comme ça, quand vous vous promenez dans la rue, vous allez voir des gens qui ont des têtes qui vous plaisent moins que d'autres, des gens qui sont plus effrayants que d'autres, des gens dont vous allez bien sentir qu'ils ne sont pas très sympathiques. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont vous agresser. Vous êtes dans la rue, vous les voyez. Donc à partir du moment où vous allez dans les mondes invisibles, vous allez forcément voir des esprits qui sont moins lumineux que d'autres. Donc, la grande erreur, c'est que quand vous voyez un esprit sombre, entre guillemets, plus ou moins sombre, plus ou moins gris, plus ou moins sombre, il ne faut pas croire que tous les esprits sont noirs de noir, hein. Y a toute la gamme de couleurs, toute la gamme... voilà, donc vous voyez un esprit bon, qui ne vous paraît pas forcément très lumineux. Ok, donc, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous faites rien. Voilà, vous faites rien. Surtout, ne cherchez pas à se bagarrer avec cet esprit. Hein. Il ne faut pas chercher à rentrer plus en contact que ça. C'est-à-dire que, ok, il est là, bon, ben moi je vais passer par ailleurs. Vous faites rien. Vous faites exactement comme dans la vie de tous les jours. Si vous passez par la montagne et que la montagne, vous voyez bien que là il y a un gros esprit sombre, et bien plutôt passer par la montagne, par le cœur de la montagne, vous allez faire le tour de la montagne. D'accord? C'est bête, vraiment, comme conseil, mais c'est vital. Quand vous voyez un esprit, moi je vois en premier le visage avec le regard, avec tous les détails. C'est pas parce qu'il est là que vous êtes obligé d'entrer plus en contact. Vous n'êtes pas obligé d'entrer en contact. Mais quand vous voyez quelqu'un, c'est que l'esprit vous voit. À partir de là, la décision la plus sage, c'est tout simplement, vous allez le contourner, vous allez vous éloigner, et comme vous feriez dans la rue, vous dites ok, bon, bien, t'es là, mais moi je vais faire autre chose, je te dérange pas, hein, et je passe par ailleurs. Voilà. Alors, en fait, c'est assez rare que les esprits attaquent. Si vous les attaquez pas, c'est assez rare qu'ils attaquent. Là où ils vont attaquer, c'est que si vous modifiez l'ordre des choses, c'est ce que font les chamans hein, dans les soins, hein, c'est qu'ils vont finalement déloger les esprits d'une personne, d'un lieu, et à ce moment-là, bon, les esprits, certains peuvent se défendre. Mais si vous êtes juste en train de chercher des réponses, par exemple, en faisant un voyage psychique, si vous ne dérogez pas l'ordre du monde, l'équilibre blanc-noir, en fait, les esprits, la plupart du temps, n'attaquent pas. Donc, vous pouvez vous rassurer par rapport à ça. Si vous ne les attaquez pas, ils ne vous attaquent pas. Donc, dans Voyage psychique, on est plus sur une démarche de pèlerin, ou alors, comme dans les arts martiaux, d'éviter les coups. Sachant qu'en plus, vous allez croiser des esprits qui sont très puissants, beaucoup plus puissants que vous. Donc,
En fait, on n'est pas là pour faire son malin. Hein. Vous croisez des esprits qui sont très puissants, qui sont plutôt sombres, bien, bah, vous les laissez. Et ça fait partie de l'ordre de l'univers. Vous n'avez pas vocation à batailler contre tous les esprits sombres du monde. Bon, alors ça peut arriver, et c'est rare, que un esprit se mette à vous suivre. Bon, alors là, vous avez deux choix, ça vous tracez. Vous tracez, alors si vous êtes dans le cadre d'un voyage chamanique, vous êtes généralement pas seul, vous avez contacté des alliés qui vous permettent de tracer vite. Et puis, bah, si vous êtes dans le cadre d'un voyage psychique, il y a des possibilités pour tracer vite aussi. Hein. L'esprit, il a des possibilités d'accélération. Après, tout ça, c'est quand même beaucoup lié à la confiance en soi. C'est quand même beaucoup lié à la confiance en soi. Donc, vous pouvez tracer, c'est une possibilité. C'est ce qu'il y a de... Moi, je ne vous conseille pas de vous battre. Et si vraiment l'esprit arrive très proche de vous, ben à ce moment-là, il faut contacter de l'aide, parce que c'est pas vous qui allez vous bagarrer contre un esprit, vous allez contacter de l'aide, et puis vous allez être... comment dire... vous allez être mise hors de la situation, et puis d'autres esprits vont gérer la situation pour vous. On va dire ça comme ça. Voilà, mais ça c'est des choses qu'on apprend en voyage chamanique, et c'est pas l'objet de ce que je vais vous apprendre là ce soir. Je veux simplement vous dire que si vous voyez un mauvais esprit, la plupart du temps, le plus simple c'est de vous en éloigner, n'attaquez pas, et puis il y a quand même une distance, une juste distance à respecter. Je dirais que si l'esprit est très gros, je dirais s'il fait 30 mètres, on va dire, c'est la taille d'une baleine bleue, la taille d'une maison, c'est vraiment un gros esprit, la juste distance serait de ne pas le laisser s'approcher à plus de 30 mètres maximum. C'est-à-dire que s'il est à 100 mètres, voilà, 40 mètres ça devient dangereux, 30 mètres, à partir de 30 mètres, un esprit de cette taille-là, s'il est à 30 mètres de vous, vous avez pris des charges déjà. Parce qu'en fait, vous êtes dans son corps astral et vous revenez, vous avez pris des charges. Donc il ne faut pas être à plus de 30 mètres, à moins de 30 mètres d'un esprit comme ça. Ensuite, si c'est un esprit qui est plus petit, il y a beaucoup d'esprits qui sont petits mais grands. Je dirais 3 mètres, par exemple, 3 mètres. Il y a beaucoup d'esprits qui font à peu près 3 mètres. Donc là, un esprit comme ça, il ne faut pas le laisser s'approcher à plus de 6 mètres de vous. 6 mètres, à partir de 6 mètres, on va dire 6 mètres, vous prenez des charges. Si c'est un esprit qui est sombre, ça veut dire que si c'est approché, il est dans votre corps astral, à 6 mètres. Et en même temps, je vous dis ça, et la question de la notion de distance en voyage psychique, elle n'est pas comme pour nous. Donc, j'en étais à parler de la notion de distance. Donc dans le monde invisible, on ne voit pas les distances de la même manière que dans le monde physique. C'est un peu plus flou en réalité, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a un autre sens. Déjà, il y a le sens de l'intuition, c'est-à-dire que personnellement, moi quand je veux savoir à quelle distance je suis d'un esprit, j'ai tout de suite la réponse qui apparaît. Je le sais intuitivement. Je sais à quelle distance je suis intuitivement, même si je le vois pas aussi clairement que dans le monde physique. Et après, bon, c'est un... on a quand même, en fait, c'est un sens corporel qui n'existe pas à l'état physique, mais qui, à l'état psychique, existe. C'est un sentiment... en fait, c'est tout simplement dû au fait que nous avons plusieurs corps. Et donc, il y a une sorte d'échelle de mesure par rapport à ses propres corps. C'est-à-dire que quand un esprit approche de nous, moi personnellement, je peux savoir dans quel corps il est. Voilà. Donc je le sens, avec cet autre sens avec mes corps élargis. En fait, mes corps élargis me servent de mesure de distance. Voilà, bon ça c'est l'expérience qu'il apporte. Donc vous verrez tout simplement, vous pouvez savoir à peu près quelle est la distance, même si vous ne la voyez pas physiquement.